Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à Ben Salman PY6IU qui est sacrément remonté. Dans commentaire sur la vidéo que j'ai postée il y a peut-être 2 ans, est-il illégal d'ouvrir un compte hors de France? Où j'explique mon expérience pour ouvrir un compte en Suisse. Alors, je prête la voix, mais uniquement la voix à Ben Salman. Je quitte la France définitive parce que la France et l'Europe ont faillite. On a un gouvernement qui veut contrôler la population par tous les moyens et où la liquidité va disparaître. Affreux, affreux, affreux. Le pire, il faut justifier son argent. Si on veut retirer mon propre argent dans ma banque, on vous complique la vie. Le blabla, c'est monnaie courante. J'espère que le son, je vais pouvoir l'enlever au montage là. Vive les BRICS, l'Asie avec la nouvelle monnaie et leurs sanctions. En Europe, l'Europe est en mort cérébrale. C'est pas fini. L'exode a commencé hier. Europe, c'est valable pour la population et pas pour pas les policiers et hommes d'affaires et le showbiz. J'ai pas tout bien compris là. La loi est pas équitable entre les riches et les pauvres. Bon, ça c'est, on va dire, ces Zola. Il faut changer de nationalité française, carrément, ou simplement on aura moins d'emmerdes. Waouh. Mais écoute, je vais rebondir là-dessus pour dire, est-ce que les indigènes, les immigrés, maintenant quittons la France, c'est une terre en flammes et courage fuyons. Est-ce qu'il faut vraiment quitter la France? Ce que je suis en train de faire, hein. Donc il y a un biais, bien entendu, si tu veux absolument rester en France. J'allais dire si tu es amoureux de la France, je suis aussi amoureux de la France, mais je fais le choix de quitter la France. Donc n'hésite pas à dire que tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, honnêtement, je considère, en tout cas moi personnellement, la liberté, la liberté, c'est une des valeurs la plus importante. La sécurité passe en dessous. Mais je sais très bien que ces histoires de valeurs, elles dépendent complètement des uns et des autres. Et la manière que j'ai de voir le monde, c'est pas la manière de tout le monde. Je suis pas seul, mais en tout cas, voilà, je sais que je ne représente pas nécessairement la majorité. Je sais que moi, je considère que je suis libre géographiquement et que l'objectif d'être libre géographiquement, c'est de pouvoir être libre financièrement. D'où cette chaîne sur, globalement, les finances personnelles, mais aussi l'expatriation. Bon. Et puis à la fin de la vidéo, je parle justement d'une solution possible, si ça t'intéresse, que moi je suis en train de mettre en place sur une partie de mon patrimoine. Donc voilà, à toi de voir. Bon, faillite de la France. C'est un mot dur. La France est en faillite. Elle n'est plus capable de payer ses fonctionnaires. Elle n'est plus capable de payer son armée. Elle est en faillite, ça y est, tout est figé. Eh bien oui, la France est en faillite. C'est pas mon opinion. C'était François Fillon, à l'époque où il était Premier ministre sous l'ère Sarkozy, qui avait expliqué que la France gérait un État en faillite. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Et je me rappelle dans les années 80, Michel Rocard, qui avait été Premier ministre, qui parlait des retraites, du financement des retraites, et qui disait si on continue, on ne pourra pas les financer, de mémoire. Bon, en tout cas, François Fillon l'a vraiment dit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres que j'ai récupérés, pour vraiment aller dans le sens d'un pays en faillite, alors en faillite, oui et non, hein, on paye encore les fonctionnaires, mais en tout cas, on est dans un pays, ce que Charles Gave, qui m'intéresse beaucoup, que je suis beaucoup, qui est très intéressant, que je t'invite à suivre au niveau éducation, culture financière, culture économique. On est dans une trappe à dette. C'est-à-dire qu'on a un endettement à hauteur de 120% du PIB, ce qui est énorme. Même sous l'ère socialiste de François Mitterrand, on était monté, je crois, de mémoire, à 50 ou 60% du PIB en endettement. Pourtant, c'était open bar, hein. Ils avaient financé pas mal de mesures sociales. On est à 120%. Les États-Unis, pareil, la Grèce est à 250%. Enfin, beaucoup de pays occidentaux ont explosé. Là, on parle de la France, on revient à la France. Jérôme, on revient à la France. Allez.
Alors ça veut dire quoi cette situation? Ça veut dire que pour pouvoir une dette, c'est un impôt différé. Tu te dis, moi je paye pas plus d'impôts. Non. Quoique. Mais en fait, l'État, pour pouvoir financer de plus en plus ses dépenses, quand il voit que les impôts sont limités à un maximum, il va endetter l'État. Et qui va payer la dette? Ce sont nos enfants et nos petits-enfants, si on y arrive un jour. Donc ça s'appelle un impôt différé. Un impôt, dans une démocratie, c'est quelque chose qui est voté par le peuple. En France, dans une démocratie représentative, donc c'est les députés qui votent. Ouais, mais est-ce que le peuple il est d'accord pour que les enfants et les petits-enfants payent aujourd'hui les dépenses de l'État? C'est une question que je pose. Mais en tout cas, si tu es un ménage ou si tu es en entreprise, ça fait longtemps qu'avec ce niveau d'endettement, tu es fonctionnellement, réellement en faillite. La banque te saisit les biens, le tribunal de commerce te fait fermer, te solde l'entreprise, je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai un trou. Donc oui, on est en faillite, à part que l'État, lui, pour l'instant, il continue à s'endetter et à dépenser. Bon, très bien. Justifier son argent, bah oui. Ah ouais. Honnêtement, aujourd'hui, en France, essayer d'une banque traditionnelle de transférer de l'argent vers un compte crypto, vers un échangeur, c'est mission impossible. Et justement, donc c'était, je ne me rappelle plus du prénom, Ben Salman avait réagi à une vidéo où justement j'avais ouvert un compte en Suisse. Et en Suisse, ils sont très libres avec la crypto et c'est très facile d'acheter des cryptos, pas en France. Donc justifier son argent, oui, parce qu'ils vont nous demander, moi je me rappelle, il y a encore quelques semaines, j'ai fait la bêtise de mettre dans un virement de mon compte normal vers un compte intermédiaire DCA crypto. Paf, ils m'ont bloqué le virement, ils m'ont demandé de le justifier. J'ai annulé le virement, j'ai juste marqué virement interne, l'argent est passé. Donc tu as des mots-clés comme ça, ils vont te bloquer, te demandent de te justifier. Donc oui, Ben Salman a bien raison, on doit justifier son argent. Refus quasi systématique aujourd'hui pour des cryptos. Si tu as des banques qui te permettent de le faire, mets-le dans les commentaires, partage avec les autres. Et même Wise, donc TransferWise, c'est la banque qui m'a demandé de me justifier. Pour l'instant, les banques qui fonctionnent, mais les banques avec qui ça fonctionne pour toi, Revolut, c'est OK. Et pour moi, ça, c'est inacceptable qu'on me demande de justifier. C'est mon argent. Il est déclaré officiellement au niveau de la France. Je suis résident fiscal français. Mon argent, il est tracé. Comment je l'ai gagné, comment je l'ai récupéré, il n'y a aucun souci. Et si je veux dépenser de l'argent d'une manière ou d'une autre, je trouve ça inacceptable qu'on me demande de me justifier. Et je me rappelle, je ne l'ai pas marqué dans mes notes que je suis en train de lire, il y a quelques années, on m'a demandé de justifier par rapport à la revente de pièces d'or. J'étais à l'époque chez Boursorama et j'ai fait un virement de orvers.fr vers Boursorama. Ils m'ont demandé de leur fournir les pièces justificatives de la vente de ces pièces d'or, sinon ils me bloquaient le compte. What the fuck? Alors, prochaine étape, monnaie digitale, banque centrale. Alors, je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Monnaie programmable, c'est-à-dire que c'est comme les crypto-monnaies, enfin la blockchain, c'est-à-dire que contrairement à 1 euro que tu as en billet ou en pièces, une fois que tu l'as, tu en fais ce que tu veux. Et on ne peut pas te l'enlever de la poche, physiquement. Les monnaies digitales, elles seront éventuellement programmables. C'est officiellement validé. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient l'activer. Et ça voudrait dire qu'éventuellement, l'argent que tu vas recevoir, il faudra le dépenser avant une date. Ou qu'en fonction d'une sanction, en fonction d'un comportement qu'on considérera déviant de ta part, on pourra récupérer ou t'enlever ton argent. Enfin, où est la limite d'une monnaie programmable? Ensuite, les monnaies des BRICS et de l'Asie. Je te mettrai un lien. Ah ben non, ça c'est un courrier privé, donc non. Oui, les monnaies des BRICS rémunèrent beaucoup mieux que l'euro et le dollar. Aujourd'hui, investir sur les monnaies indonésiennes, chinoises, toute une liste de monnaies comme ça, tu investis dans la monnaie ou tu investis dans leurs obligations d'État. Enfin, quand je dis j'investis, je ne peux pas donner de conseils ici. Je te partage un retour d'expérience.
c'est beaucoup plus rémunérateur que combien l'an dernier sur les obligations européennes, c'était moins 30%, je crois, les obligations d'État. Hein, autour de moins 30%. Merci, la protection du patrimoine. Donc les monnaies asiatiques, ouais, pour moi, c'est une des sources de diversification géographique. Par contre, pour moi, une des solutions pour pouvoir protéger son argent des comptes bancaires où on te demande de te justifier, peut y avoir, on a vu en Grèce, des limites au retrait en cas de grosse crise. Ah, je vais éternuer. C'est de placer son argent sur des comptes titres. C'est ce que j'ai fait moi, et non pas que sur des comptes bancaires. Déjà parce que le compte est beaucoup plus protégé qu'un compte bancaire, et puis avec un compte titre, on peut acheter des actions. Une action, c'est un acte de propriété, des ETF, une crypto. Alors l'ETF, on passe par un intermédiaire, mais une crypto, ça peut nous appartenir en direct, et donc on enlève le pouvoir, on réduit le pouvoir de l'État à pouvoir nous sanctionner sur notre argent ou à nous rincer comme les obligations d'État à moins 30% en 2023. Pardon. Alors, équité. Alors, déjà, Ben Salman, donc si je comprends bien, tu es de nationalité française, tu vis probablement en France. Il faut savoir dans quel pays on vit. La France n'est pas un pays d'égalité de droit. Contrairement à ce qui est marqué dans la Constitution française, et liberté, égalité, fraternité, oui, mais en France, il y a un droit public, droit privé, droit civil, un droit civil et un droit administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État et les administrations françaises ont un droit différent de la population. Va faire un procès contre une administration française. Bon courage. Contrairement aux pays anglo-saxons, on appelle ça le common law, il y a un cadre légal valable à la fois pour la population et les administrations, et les sociétés bien entendu. Et là, il y a une véritable égalité devant le droit. Donc équité, non, on n'est pas dans un pays. Alors équité, c'est une valeur différente, faudra que je regarde la définition, mais en tout cas, on n'est pas dans un pays avec des droits égaux. Donc, pour moi, l'idéal, c'est de trouver un pays qui utilise la common law. Comme ça, si tu as un problème avec l'administration, tu as autant de chances que de faire un procès contre un autre individu. OK ? Ensuite, entre les riches et les pauvres, j'ai une question que je m'étais notée. Moi, c'est si tu étais riche, voudrais-tu donner le maximum de chance à tes enfants en les sortant de l'école socialiste ou les faire grandir dans un meilleur environnement? Donc, oui, que les riches, ils aient accès à des meilleures écoles, que les riches, ils aient accès à des meilleurs quartiers, qu'ils aient accès à du mieux. Je pense que quand on a de l'argent, quand on s'est battu pour avoir de l'argent ou quand on a hérité, cet argent-là, on veut monter en gamme. Il y a une vidéo que j'ai bien aimée d'un marketeur qui disait la Rolex, c'est la montre des anciens pauvres. Tu ne verras pas un riche de grande famille avoir une Rolex. C'est les gens qui viennent de réussir. La fameuse phrase de Jacques Séguéla, à 50 ans, si tu n'as pas ta Rolex, tu n'as pas réussi. Pour lui, c'était un signe qu'il avait réussi. Il n'était pas riche au début, il avait créé sa richesse, donc il avait besoin d'un signe extérieur de richesse. Bon. Mais en tout cas, pour moi, de dire les riches, ils ont droit à plus, pour moi, c'est une remarque de pauvre. Une remarque de personne qui n'a pas encore créé sa richesse. Alors, on est dans un pays socialiste, donc on se dit, ouais, mais attends, c'est insultant ce que tu dis, toi, tu as de l'argent, tu es privilégié. Oui, mais on n'est pas dans un pays égalitaire. Si tu avais de l'argent, est-ce que tu voudrais... prends l'image de quelqu'un, parce qu'il y en a beaucoup, qui viennent des cités et qui ont le choix à un moment soit de partir, de continuer racaille, soit de travailler dur et de réussir dans leur vie. Et c'est aucun problème qu'ils aient à un moment la Rolex. Ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont investi, ils se sont enrichis. Tu penses qu'ils veulent rester dans leur quartier?
Tu penses qu'ils veulent rester dans un environnement toxique? Ah non, ils veulent mieux. L'argent te permet d'avoir mieux. Donc finalement, c'est pas une question de « ouais, c'est insultant ». Non, c'est qu'est-ce que tu fais pour créer ta richesse. Plutôt que de jalouser les riches, alors tu as des riches très cons et tu as de la classe populaire très conne. Hein. Moi, j'ai grandi dans une cité ouvrière et je passais mes étés à Saint-Tropez. C'est égalitairement réparti. Là, la connerie, elle est là de tous les niveaux. La générosité aussi. D'accord? Pour moi, c'est pas la valeur de l'argent ne fait pas la valeur de l'humain. Ok. Changer de nationalité. Pourquoi changer de nationalité? La nationalité française est une des mieux loties aujourd'hui concernant le nombre de visas possibles, le nombre de pays où on peut aller bouger, voire s'installer. C'est un super document de voyage et d'installation. Aujourd'hui, mon objectif, là, 2024, c'est de m'installer en Indonésie, à Bali. Mon passeport français, mais il est super important pour moi. Jamais je l'abandonnerai. Donc pourquoi vouloir arrêter la nationalité française? Je t'invite à réfléchir aux conséquences et à l'avantage. Par contre, de changer de pays, ça c'est autre chose. Et éventuellement d'avoir un deuxième passeport, c'est autre chose. Mais par contre, changer de pays, oui, parce que pour moi la France, je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait de s'écrouler. J'attends ça depuis 10 ans. J'attends ça dans le sens, j'ai compris que la France allait s'écrouler. J'ai un ressenti. Je ne dis pas que j'avais raison avant les autres, c'est un ressenti. Et je m'étais dit vivement qu'elle s'écroule parce que la France, dans son histoire, s'est toujours relevée. C'est un des plus vieux pays du monde. C'est, je pense, le plus vieux pays d'Europe ou un des plus vieux pays d'Europe. Des crises importantes, il en a connu et il s'est relevé à chaque fois. Donc, attendons de toucher le fond, mais attendons, moi par rapport à mon âge, je suis trop jeune pour attendre en France. Je vais faire attendre à l'extérieur parce que la vie est plus belle. Et elle se redressera, à voir dans son histoire, voilà. Bon. Maintenant, pourquoi je dis indigène, immigré, quitter la France? Indigène, donc si on prend la définition de l'indigène, c'est celui qui est local, d'accord? Donc, ce qu'on va appeler les Français de souche. J'aime pas trop cette expression-là. Parce que moi, je ne suis pas Français de souche. D'accord? J'ai la moitié de mes grands-parents, la moitié de mon arbre généalogique, il vient de l'ancien empire ottoman. D'accord? Des origines arméniennes. Donc, je ne suis pas Français de souche. Bon, on va dire que maintenant, je me considère plus Français qu'arménien. Bref, des exemples d'indigènes qui ont quitté la France. Sous François Hollande. La France, sous François Hollande, je ne sais plus en quelle année, a été le premier exportateur mondial de millionnaires. Et quand je te disais, tu n'es pas content de la France, tu as envie de quitter, mais tu n'as pas l'argent, ou tu trouves que les riches, ils ont plus de chance. Non, ils n'ont pas plus de chance, ils ont de la richesse, et ils ont besoin de cet argent pour avoir cette liberté géographique, cette liberté de penser aussi. Donc, premier exportateur mondial de millionnaires sous Hollande, en chiffre brut, même pas en pourcentage, devant des pays beaucoup plus, comme la Chine, comme des pays... Quand tu faisais de l'argent, tu n'avais qu'une envie, c'est de quitter. Donc oui, j'étais à Bali au début de l'année dernière. Là, je suis en Thaïlande, je vais basculer à Bali. C'est incroyable le nombre de Français expatriés. Je ne parle pas des touristes de passage. Hein. À Bali, c'est impressionnant le nombre de Français dans la fleur de l'âge qui sont là, qui s'installent, qui ont des projets d'investissement. Ils ne sont pas en mode retraite, ils ne sont pas en mode touriste. Je pense que la France, à travers le monde, c'est un des pays où on trouve le plus de communautés d'expatriés. C'est impressionnant. Alors, quand je dis indigène, ça peut être très bien des anciens immigrés. Mais maintenant, les immigrés, moi, je vais donner une histoire personnelle. Il y a quelques années, je suis sorti avec une franco-marocaine. Et son frère avait une entreprise. Donc, les moyens financiers, on en revient systématiquement. Et donc, je ne l'avais jamais rencontré, mais je lui demandais souvent des nouvelles. Alors, parce que moi, ça m'intéresse, des gens qui entreprennent. Je trouve ça magnifique, ça m'intéresse. Voilà, j'ai envie de les soutenir, au moins d'avoir des nouvelles. Et elle me disait, écoute Jérôme, là, en ce moment, il est au Maroc pour ses affaires. Je dis, ah bon, il veut monter un business là-bas? Non, il est en train d'acheter des terres. Je dis, mais bon, il veut faire quoi? Bon, en fait, l'excuse, il va s'associer avec un paysan, il va monter une ferme. Mais en fait, surtout, c'est qu'il est en train de préparer le jour où, éventuellement, il faudra qu'on quitte la France une main devant, une main derrière.
D'accord? Donc, c'est des gens qui sont nés en France, de parents marocains. Quand elle m'a dit ça, c'était il y a une dizaine d'années, je me suis pris une claque de réalité. Ah ouais, il y a des gens qui sont venus travailler et dont les enfants se posent la question de est-ce qu'à un moment, avec des potentiellement tensions importantes en France, il ne faut pas prévoir le plan de sortie. Et je t'invite à regarder l'histoire l'histoire. Bon, là, je connais plus l'histoire de France ou d'Arméniens. Des moments où une population doit quitter un pays en urgence, une main devant, une main derrière. Et je pense à beaucoup d'amis qui étaient fils de pieds noirs, par exemple. Bah oui, ça arrive dans la vie. Et donc, c'est pas parce que t'es pas indigène, c'est pas parce que tu es immigré ou fils d'immigré qu'il faut pas réfléchir, en effet, au fait de prévoir un plan de sortie au cas où. Je pense qu'aujourd'hui, après, il faut voir là où tu habites, etc. Mais est-ce que c'est encore intéressant d'être en France? Moi, les grandes villes, je ne supporte plus, mais des villages ou des petites villes moyennes, c'est encore très agréable de vivre en France. Moi, c'est le climat, je préfère vivre dans un pays tropical. D'accord? Donc, voilà ce que je pouvais te partager. Donc, pour ceux qui ont du patrimoine, je t'invite à regarder cette vidéo où j'explique une des stratégies que je suis en train de mettre en place pour 2024 pour me créer vraiment un deuxième revenu. J'ai appelé d'ailleurs cet outil Créer un second revenu et j'ai renommé la chaîne YouTube Créer un second revenu. Mon objectif avant fin 2024, deuxième semestre 2024, c'est de me générer 3 000 € net de revenus par mois grâce à tout ce qui est crowdfunding, crowdlending, en bon français, financement participatif. Donc, regarde la vidéo, j'explique en détail qu'est-ce qui m'a amené à venir à activer cette stratégie-là. Et puis, je commence à t'en parler plus en détail. Si tu as une question, un commentaire, une réflexion par rapport à la vidéo, la zone commentaire est là pour toi. Et si tu as trouvé de la valeur, de toute façon, a priori, si tu es toujours là à la fin de cette vidéo, pourquoi pas? Songeons, imaginons que tu cliques sur le bouton s'abonner pour pouvoir être au courant des prochains contenus de ce type. Je te dis à bientôt. Salut.